Sur cette présentation, vous pouvez la retrouver sur SlideShare. Vous connaissez SlideShare? Alors, pour faire simple, c'est comme YouTube, mais pour le PowerPoint. Donc, tu vois, ça s'écrit slide comme une SlideShare, partage.net/Battier. Là, tu tomberas sur toutes mes présentations. Et puis, ce que je suis en train de filmer, pareil, je le mettrai sur YouTube pour que ce soit accessible ensuite en ligne, pour que les gens puissent le revoir. Parce que je vais donner plein de trucs, trop peut-être. Et c'est tout un fat-track. Et tous les liens qui sont là sur les PowerPoint sont actifs. Donc, ça va vous permettre de démarrer, ou pas, des pistes et une démarche. Donc, l'idée de ce soir, c'est comment sortir du peloton de la masse et de se faire distinguer. Et aussi travailler autour de son identité numérique. Comment valoriser son identité professionnelle sur Internet pour se faire repérer, remarquer. Et petite définition, l'identité numérique, c'est tout ce que vous laissez comme trace derrière vous sur Internet. Des CV, des images, des publis, des conférences filmées, des slides sur PowerPoint, sur SlideShare, des résultats de travaux, des photos sur Facebook, etc. etc., etc. Donc, on génère énormément de données. Enfin, moi beaucoup, vous, je ne sais pas, mais énormément de données. Mais c'est aussi tout ce que les autres pensent de vous. Hein, il n'y a pas que ce que vous générez, mais partout on va dire ce qu'il a fait c'est bien, partout on va dire je valide sur LinkedIn ses compétences, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont accessibles. L'identité numérique, c'est toute cette notion-là que j'avais repris de Frédéric Cavazza, qui est pas mal. C'est tout ce que le plus simple, c'est mes coordonnées, ou me contacter, le mail que j'ai, le site web que j'ai, l'endroit à partir duquel je diffuse tous les documents qui me représentent, tous les certificats que je peux mettre en ligne en disant j'ai vraiment un diplôme, j'ai un badge dans un MOOC. Vous avez déjà suivi des MOOC? Ouais. Vous avez déjà eu des badges dans des MOOC? Bon, voilà. Montrer ce que je connais, mes connaissances, mes compétences, éventuellement mes hobbies. Qui je connais, ça c'est super important, avec qui je suis en contact, qui j'écoute. Sur Internet, il y a des gens qui disent des choses et on sait qui écoute qui regarde qui, etc., etc. Je vous montrerai comment ça se passe. Ce qui se dit sur moi, etc., et ce que je dis, donc la réputation, l'expression. Donc tout ça, c'est votre identité numérique. Avec, vous avez une réputation, vous avez une certaine autorité, une certaine audience ou pas. Je vous montrerai des exemples en microbiologie, on parlait tout à l'heure, d'un étudiant qui a plus de 80 000 fans sur sa page de microbiologie. Donc ça, c'est des choses qui existent. L'influence que vous avez sur vos réseaux, comment ça se passe, comment vous pouvez arriver là-dessus. Avec un petit cadrage juridique, c'est-à-dire que c'est Internet, c'est pas le Far West. Il y a des lois qui existent sur le droit à l'image, le droit de ce que je dis sur la diffamation, etc., etc. Donc c'est de plus en plus surveillé, plus qu'avant. Donc on n'est pas dans le... Et je vous ai mis ici un site sur le lien qui vous donne tous vos droits sur Internet par rapport à la CNIL. D'un point de vue historique, ouais, j'ai des belles vidéos à vous montrer sur l'identité numérique. Si je clique là, normalement ça doit... Il faut que je le bascule là-bas. Donc là, c'est une conférence que j'ai récupérée sur Internet. C'était la première définition que j'avais trouvée de ce qu'est l'identité numérique. De 2007-2008. C'est un bel exercice de style de comment on peut se présenter aussi, vous allez voir. So I'm going to talk about, what is identity 2.0, why will it happen, where are we now? So to start off with, what is identity? Well, I think identity is who you are. So who am I? Well, if you don't know Dick, this is me. Dick Clarence Hart, and for a number of people here, they remember my identity as being at HIP Communications, where I got involved in Curl, which eventually led to ActiveState with O'Reilly. But some of you probably don't know that I live in Canada, which is located here, for those of you that don't know. And
I live in the province of BC, which is over here, the city of Vancouver, which looks like this in the sky, courtesy of Google. We have the Olympics coming up, which is causing its own identity Donc crisis. ça date un peu même. I live in the part of Vancouver called Gastown, which is located right here, is where I live, which is also where our office is. In case you didn't notice, I'm male. This is when I was born, which makes me 42, over 19, over 21, over 25, and under 65. I went to school at UBC. I now work at Skip. I'm the CEO, I'm the founder, I'm the board member, and to lots of my staff, I'm the bartender. I belong to this organization, this organization, this organization. I blog here, I blog here. I have these email addresses. This one obviously indicates I'm part of the .Mac revolution. I have these phone numbers. I bank here, and often enough they treat me well. I fly in this airline. I'm then part of this program, which I fly often enough. I'm Star Alliance Gold, which gives you nice little perks, which I think are really important. So identity is also what I like. I like the Canucks. I like the Grizzlies, at least until they got sold. These are books that have influenced me, magazines that I follow to find out what's going on, and movies that I relate to. And obviously, this is what I like to wear, this is what I like to drive. So that's me, that's part of my identity. So how is it conveyed? Well, historic... Donc, oh merde, vous avez le lien là, sur la vidéo. Vous allez voir l'intégralité. Donc c'est une définition d'identité, c'est qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais, etc. En quelques secondes, là, il a pitché son identité, il a présenté son identité qu'il est. Donc avec une présentation, ça date de je ne sais plus quelle année c'était ça. Enfin, je retrouve l'année. Si je mets sur YouTube, enfin bref. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il faut savoir valoriser. Et donc là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir comment on peut mettre ça en place, comment on peut faire ça. D'un point de vue philosophique, vous irez voir, si ça vous intéresse, l'histoire de cette personne qui est un des homonymes des terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Et en fait, lui, il revenait du Pakistan 2 jours après. Il avait le même nom que les gars un des gars qui était dans les avions. Donc, dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il s'est fait barboter par il ne sait pas qui. Il s'est retrouvé il ne sait pas où. Mais c'était un artiste qui avait pris l'habitude, sur son palme, de prendre en photo partout où il allait, de prendre en photo tout ce qu'il faisait pour en faire des œuvres artistiques et de bloguer systématiquement tout ce qu'il faisait. Et il dit ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pu prouver à des gens, parce que j'avais plus droit à l'avocat, j'avais plus droit à rien, j'ai pu prouver partout où j'étais pendant plusieurs mois et prouver ce que je faisais grâce à ce système-là. Donc ça pose, lui il dit, voilà, on peut devenir anonyme parce qu'on publie tout sur soi, donc ça n'intéresse personne. C'est un peu bon, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a droit à une vie privée? Est-ce qu'on a un droit à l'oubli? C'est des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on doit être transparent, exposer tout ce qu'on fait? Donc il y a des vrais débats dans des sociétés. Par exemple en Scandinavie, les fonctionnaires doivent publier tout ce qu'ils font. Tous les travaux systématiquement où ils sont, les ministres ils font ça aussi. Donc ça pose cette transparence, la contradiction, c'est la dictature de l'exposition de soi. Toujours faut toujours montrer ce qu'on fait, et avec la phrase que je dis, si on ne dit pas ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société, c'est comme si on faisait rien. Même si tu fais des super travaux, des choses comme ça, si tu ne les publies pas, ta communauté ne sait pas. Si tu ne diffuses pas l'information en dehors de ta communauté, tu ne seras pas connu. Donc il y a cette dictature de l'exposition. Ben là, j'ai fait quelque chose. Quand tu vas à ta machine à café, ben, faut en parler à ton chef. Oh, j'ai fait une super publication au congrès, ça s'est bien passé, etc., etc. Dans les posters, ben, il faut vraiment faire comme il y a, je ne sais pas si vous faites des vrais congrès, hein. Il n'y a pas 3 posters dans un couloir, mais il y a des grandes salles, il faut attirer les gens, il faut trouver des idées pour les faire venir, etc., etc. Faire du teasing avant. Donc il y a tout un travail à faire autour de ça. C'est un souci. Quelle est ma place, moi? Et puis, est-ce que je vais être personnellement impliqué? Est-ce que je vais rester anonyme par rapport à mes travaux et des choses comme ça? Est-ce que je m'implique vraiment personnellement ou je prends de la distance? Donc, c'est une vraie question aussi qui se pose des fois pour les chercheurs qui ne veulent pas une implication personnelle, qui veulent montrer leurs travaux, mais c'est pas se montrer eux-mêmes, etc., etc. Donc, il y a tout ce cadre-là à avancer. Le problème du droit à l'oubli.
j'ai dit des conneries à un moment. Alors, on va rester dans le cas du travail. On va pas parler de soirée un peu arrosée avec des copains. Mais j'ai dit des conneries à un moment. Est-ce que je peux les laisser? Est-ce que je peux les enlever? C'est repris, c'est commenté. Comment je peux faire enlever ça? Voilà. Donc il y a les geeks à travers l'histoire, quelqu'un qui s'amuse à peindre sur les murs, hein, il a dit est-ce que tu as pensé au droit à l'oubli? C'est quelque chose aussi qui peut rester, hein, quand on laisse des choses, elles peuvent rester assez longtemps en ligne. Et donc ça c'est super important. Donc on va prendre la case pratique. Donc je répète ça, hein, si on ne dit pas ce qu'on fait, c'est comme si on ne faisait rien. Donc c'est qu'on se balade tout le temps, genre avec un appareil photo, toujours en train de prendre des photos, ce qu'on fait dans les conférences, dans les congrès, qui en rencontre, les montrer, les taguer sur son Facebook. Enfin c'est aussi un vrai outil de travail, hein, on en parlera tout à l'heure. C'est une façon de faire. Et puis il faut voir aussi les réseaux sociaux, tous ces outils-là, c'est juste une prolongation de soi, c'est pas une c'est une extension de soi. Il faut le voir comme ça. Ça c'est des travaux, j'ai repris des travaux de 2008 de Dominique Cardon, je vous donnerai les références, elles sont dans le PowerPoint, sur ce qu'il appelle le design de la visibilité. C'est quoi être visible? C'est un processus de subjectivation entre être et faire, entre ce que je suis et ce que je vais faire, et entre le réel et ce que je vais projeter. Hein, ça, c'est un processus de simulation. Et donc, ça va décliner 4 types d'identité. L'identité civile, donc être et faire. Bon, qui je suis c'est Dick, il habite à Vancouver, il a 42 ans, il a plus de 21 ans, moins de 65 ans, etc. etc. L'identité agissante, dans la vraie vie, je vais voir les matchs de foot, je travaille à tel endroit, je fais des publications. L'identité virtuelle, hein, donc là, on est sur des informations qui sont en ligne. Et l'identité narrative. Et par rapport à ça, on peut décliner des actions au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la carte, le passeport. Là où je suis, le journal littéraire, le journal intime, on est dans cette zone-là. Les jeux avec des avatars, on est plutôt dans ce jeu-là. Au niveau du travail, engagement social, engagement professionnel, on se trouve dans cette zone-là. Et donc, on a différents types de comportements par rapport à ces identités-là. Donc, de phare, c'est je vais illuminer. Alors, celui qui nous intéresse, je ne vais pas déclarer cela. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux-là aujourd'hui. C'est-à-dire de se faire connaître, illuminer de son savoir les réseaux, un comportement de phare, ou de donner des informations, ou faire de la veille, hein, d'être dans ces eaux-là. Mais il y a plusieurs types de comportements dans les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, il y a des conférences là-dessus, ou ce que je viens de dire en 2 minutes, où il y a des heures et des heures de conférences là-dessus. Il y en a une de Dominique Cardon qui a travaillé là-dessus, qui est super intéressante, que j'ai mis en lien aussi sur le PowerPoint. Pour les télécharger le PowerPoint, et dans les commentaires, il y a des choses qui sont avec. Voilà. Il y a une autre dimension qui est super importante et super compliquée à comprendre parce qu'on ne la maîtrise pas bien. C'est cette dimension de communication. On a différents niveaux de communication. Donc là, par exemple, on est dans une communication de groupe, on est synchrone, on est présentiel. Et donc, dans un groupe, on sait maîtriser ça, parce que depuis tout petit, depuis l'école, on sait maîtriser la communication de groupe. Il y a le premier de la classe, on sait qui c'est, pourquoi c'est le premier de la classe. Il y a le dernier de la classe, il y a des codes pour être dernier de la classe, etc. Ça, c'est le groupe. Dans un labo, c'est pareil, vous connaissez le labo, le chef de labo, la TER, le doctorant, le prof invité. Il y a des codes, on sait comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez la communauté. Et là, on est dans des mécanismes un peu plus larges. Donc la communauté, c'est tous les gens intéressés en biomachin, en microbiologie des animaux, machin, tout ça. Donc là, on n'est plus au niveau du labo, on n'est plus au niveau local. On est au niveau, c'est déjà international, c'est des gens qui ont les mêmes problèmes, mais qui ont quand même le même vocabulaire. Ou ça peut être la communauté des étudiants doctorants. Sur Lyon, c'est 1500 personnes. On appartient à plusieurs communautés. Et là, la façon de communiquer n'est pas la même que dans le groupe. Tu ne communiques pas dans ton labo comme vous communiquez entre vous, etc., etc. Et la troisième dimension, c'est la nouvelle dimension qui est accessible maintenant par des individus qui n'étaient pas accessibles avant, c'est la dimension réseau, tout Internet. Je peux communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Et je peux envoyer un tweet, il peut être vu par personne, la majorité des cas, mais il peut être vu potentiellement par des millions de personnes.
Et avant, cette dimension accessible à des millions de personnes, c'était détenu que par ce que les sociologues appellent les gatekeepers, que ceux qui avaient le pouvoir, c'est-à-dire les médias, les journalistes, les jeunes influents, les politiques, des choses comme ça. Maintenant, tout à chacun, on a ce potentiel-là d'accéder au réseau par les médias sociaux. Et ça change pas mal de choses dans les pratiques, sur les réseaux, sur les influences qu'on peut avoir. Pareil, là, je vais vous montrer, c'est un poster qu'il a fait dans une conférence. Voilà. Et donc, c'est la différence entre les deux cercles que je vous ai montrés, les trois cercles que je vous ai montrés. Et puis, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que nous, individus, on est là-dedans. Et nous, individus, cognitivement, hein, on est capable de gérer avec notre petit cerveau 134 contacts. C'est-à-dire se rappeler la dernière fois que je l'ai vu, si c'est perso, si c'est de la famille, la dernière conversation que j'ai eue. Après, au-delà de ça, on fait des petites fiches. Tiens, lui où je l'ai vu, on est obligé de réfléchir, on est obligé de s'instrumenter, d'avoir un Palm ou un machin qui dit, attends, je l'ai vu, ou un Facebook qui dit, attends, lui, il est machin, la dernière fois que je l'ai contacté, etc., etc. Donc, dès qu'on dépasse cognitivement cette zone de groupe de confort, des gens qu'on connaît, on est obligé de s'instrumenter pour pouvoir gérer différemment. Voilà. Et donc, ce qui dit, hop, j'y arrivé, ce qui dit, la différence entre un groupe et un réseau, c'est qu'un groupe, c'est unitaire. Par exemple, là, on a une unité de temps, on a une unité de lieu, vous avez une unité sociologique, c'est-à-dire on est universitaire, vous êtes étudiant doctorant ou post-doctorant. On a une unité de langage, j'ai des mots, j'espère que vous les comprenez. La personne qui passe dans la rue, déjà, ça va être un peu plus compliqué, il ne va pas comprendre ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Tu as vu les vigiles tout à l'heure, voilà. C'est quelque chose qui est fermé. C'est-à-dire que bon, c'est donné rendez-vous, c'est pas, normalement c'est pas ouvert à tout le monde, etc. etc. Et donc il y a un leader, c'est toi le chef, ou c'est la chef, pardon, qui préside, qui a dit comment c'est structuré, organisé. Et donc ça c'est les mécanismes de groupe, ça marche comme ça. Le réseau c'est complètement à l'inverse. Là on était sur l'unité, là on est sur la diversité, le moteur. Ici, c'est, je ne vais pas dire, ça peut être un jeune qui est en CM1. Dans mon réseau, j'ai été contacté par exemple par une école équivalent CM2 au Népal. Népal, ouais, c'est ça, dans l'Himalaya, qui travaillait sur les tremblements de terre, ou par des grands-mères en Australie qui posaient des questions sur le e-learning. Donc c'est vraiment diversifié, des choses comme ça. C'est quelque chose aussi qui est complètement autonome. Ça, c'est compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'on peut mettre des CV, on peut mettre des choses, on peut mettre des vidéos, et puis il ne va rien se passer. Et du jour au lendemain, ça va intéresser quelqu'un qui va en parler, et là, il va se passer quelque chose. Et ça, on ne gère pas. Ça, c'est la grosse inconnue. On peut mettre des choses, il y aura un potentiel, mais est-ce qu'il va s'exprimer ou pas? Ça, c'est compliqué. On peut se donner toutes les chances pour qu'il se passe quelque chose, mais il ne peut rien se passer. Donc ça, c'est la petite frustration des choses. Je mets sur Twitter, vous tweetez, vous n'avez que 3 followers, il ne va rien se passer. Il va commencer à se passer des choses à partir de 300, 400 personnes qui vous écoutent. Avant, il ne se passera rien. Parce qu'on est dans une petite dimension, et puis il se passera ou il ne se passera pas quelque chose quand vous tweetez. C'est basé sur l'ouverture. Ça veut dire que là, tous les processus que je fais ne doivent pas être fermés, ils doivent être ouverts. Là, c'est un processus d'ouverture, de mettre sur... je m'amuse, voilà. Sur YouTube, les vidéos, de mettre les présentations, les slides sur SlideShare. C'est une autre démarche. Quand on explique ça, quand on fait des formations, par exemple PowerPoint aux enseignants de Lyon 1, ah mais non, mais c'est mes PowerPoint, je ne vais pas les donner à tout le monde. Va voir, il y a peut-être mieux quand même déjà en ligne avant de dire que c'est toi la référence. Donc il y a une réticence à ce partage-là. C'est pas parce qu'on met des choses sur Internet qu'on met tout non plus. Donc il faut savoir ce qu'on met, ce qui est de l'ordre encore de la bidouille, ce qui est de l'ordre du secret, du savoir-faire ou des choses que je peux exposer. Donc il y a toute cette culture d'ouverture à travailler et d'exposition des travaux qui n'est pas évidente, même si dans la démarche du chercheur, c'est quand même intégré. On va publier, on va exposer devant ses pairs, on fait des posters, on fait des publications, etc., etc. On va faire des présentations à des conférences. Donc on est quand même déjà un peu dans cette démarche-là.
mais au niveau de la communauté, pas au niveau du réseau. Donc voilà, il y a tout un tas de différences qui font que ça, on savait gérer, la communauté à peu près, et les réseaux, c'est un peu compliqué, c'est un peu différent, c'est un peu nouveau. Et donc dans les travaux de visibilité, pour travailler en réseau, il y a des choses que moi j'ai trouvé intéressantes qui ont été faites au niveau des doctorants. C'est ce travail-là, je ne sais pas si vous avez suivi, présenter sa thèse en 180 secondes. Je ne sais pas si vous êtes amusé à faire ce petit exercice vous-même pour votre thèse ou vos travaux de recherche. L'idée, on est dans le terme qu'on aime bien utiliser, c'est le pitch, hein, le résumé qui présente, ou l'élévateur speech, c'est le discours de l'ascenseur. En 20 secondes, vous devez vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites, sur quel projet vous travaillez, et d'arriver à résumer, donner envie, raconter une histoire pour faire comprendre des choses. C'est Michel Serres qui dit qu'il faut raconter des histoires. Raconter son histoire de son projet, de sa microbiologie animale, c'est quoi l'intérêt, pourquoi je suis là, pourquoi je suis passionné, qu'est-ce que je vais en faire après, etc. etc. Et donc, il faut trouver un petit fil, tricoter son petite histoire pour que ça soit un beau pull et que ça soit amusant à présenter et que ça sorte tout seul, genre sans réfléchir, quoi. Voilà. Et donc, je pense que cet exercice de thèse, c'est intéressant à plusieurs titres parce que les gens qui ont participé, après il y a une exposition, ils sont vus, ça peut donner envie d'aller voir avec eux. Après là, j'ai repris des questions que j'ai trouvées. Donc là, vous avez la référence de l'enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux. Faites-vous auprès des recruteurs, hein. Alors c'est assez général, hein, c'est pas spécialisé au domaine scientifique, sur l'utilisation ou pas des réseaux sociaux. Donc certains disent qu'ils utilisent, d'autres qu'ils n'utilisent pas. Mais moi quand je recrute, c'est tellement facile de trouver énormément d'informations sur la personne que je doute que les gens n'utilisent pas ces méthodes-là. Si je trouve rien sur un candidat, par exemple, moi je ne le prendrai pas. Pour travailler avec nous dans l'équipe, s'il n'y a rien sur Internet, c'est même pas la peine, parce que nous, on travaille que sur Internet. C'est un peu l'inverse. Hein. Leur identité numérique des candidats joue sur leur employabilité. Donc là, il y a des choses qui... l'élément le plus négatif, c'est très simple de recouper plusieurs sites web. Vous allez diffuser des informations ou retrouver des informations sur vous. Et si on voit sur Copain d'Avant que vous avez passé votre bac en 2015 et que sur votre Facebook c'est marqué 2014, il va y avoir un schmilblick, etc. etc. On a plein de sites où on trouve des traces sont laissées, où vous-même vous n'êtes pas forcément mis des choses. Hein, quand vous avez passé le bac, quand vous étiez en classe en première, machin, il y a des photos qui sont en ligne, etc. etc. Voilà. Ce qui joue en défaveur aussi, c'est l'orthographe. Dire des commentaires avec des fautes ou pas faire attention à ce qu'on dit. Des retours négatifs d'anciens collègues ou d'employeurs, bon, ça, je ne sais pas si on en trouve beaucoup, des informations liées à la vie privée. Ou ce qui joue en défaveur, c'est l'absence d'informations sur la personne. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. La politique de la chaise vide n'est pas non plus la bonne politique. Ne pas être sur les réseaux sociaux en disant là comme ça on ne va pas me trouver, j'aurai rien en ma défaveur. Je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Voilà. Et bon, après, les choses qui jouent plutôt en faveur autour de l'identité numérique, recommandations de relations professionnelles. Donc, moi, souvent, j'ai des étudiants, anciens étudiants qui m'envoient des lettres en disant est-ce que vous pouvez dire ce que j'ai bien travaillé dans le cours avec vous, des choses comme ça. Je dis oui, mon petit, il a bien travaillé. Les retombées liées à des postes précédents, montrer l'activité pertinente sur son secteur d'activité, des traces positives sur sa personnalité, à quel congrès vous avez participé, à quelle association dans laquelle vous êtes impliqué, etc. etc. Alors en France, c'est pas... je ne sais pas si vous cherchez du travail qu'en France. Être dans une association, bon, c'est un petit plus, mais ce n'est pas un gros plus. Dans les pays anglo-saxons, c'est un gros plus. C'est même quasiment indispensable pour entrer dans des entreprises ou même dans les grandes universités. Quel outil votre entreprise utilise-t-elle pour communiquer sur ses recrutements ou trouver des offres d'emploi, en sachant que les offres d'emploi, il n'y en a que par rapport il y en a que très peu qui sortent de l'entreprise. Parce que déjà, il y a plein de choses qui sont par les réseaux, on trouve des gens avant de publier les offres d'emploi. Donc l'idée aussi d'aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces pour arriver avant que... On va aller voir comment ça marche, les offres d'emploi, tout ça, mais aussi se faire connaître avant que les gens publient des offres d'emploi, qui viennent vous voir, qui viennent
vous demandez. On a les job boards. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous les job boards qui existent, les présences sur les réseaux sociaux, la page d'entreprise, le site de relations humaines, ressources humaines, les pages Facebook, les comptes Twitter, les applications mobiles ou très rarement les serious games pour recruter. Il y a aussi maintenant, on commence à voir dans cette série-là des entreprises qui montent des MOOC pour recruter des gens. C'est-à-dire, par exemple, là, on travaille avec, je crois que c'est Orange, et qui monte un MOOC sur la 4G. L'idée, c'est de recruter 300 vendeurs qui seront recrutés sur la 4G, puisqu'ils auront suivi la formation. Voilà. Et aux États-Unis, il y a aussi pas mal de MOOC. Et l'idée, c'est que les gens qui suivent bien les MOOC, qui répondent bien, soient proposés à des cabinets de recrutement ou des choses comme ça. C'est un des modèles économiques. Je ne sais pas encore, j'ai pas assez de retours là-dessus. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais c'est une piste. Un peu pointue, un peu élitiste, hein, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Combien de personnes avez-vous recruté via les réseaux sociaux? Donc là, c'est encore pas très répandu. Voilà, moins de 10%. Donc, pour l'instant, en France, ce n'est pas l'outil essentiel et indispensable sur les gros volumes. Après, ça peut devenir un vrai intérêt sur des profils comme les vôtres, très spécialisés, très pointus. Si vous voulez trouver du travail très spécialisé, très pointu, il faut identifier les gens. Normalement, vous devez les connaître. Si vous cherchez vraiment microbiologie animale sur Lyon, bah, il ne doit pas y avoir 500 000 postes, hein, vous devez les connaître. Après, au-delà de Lyon, dans la communauté, vous devez les connaître. Là, ce qu'on parle, c'est dans le monde francophone, sur l'Afrique, enfin, je ne sais pas si vous cherchez, mais il y a aussi toute cette dimension-là qui est... je ne sais pas si vous cherchez exclusivement sur Lyon ou si vous cherchez au niveau européen ou au niveau mondial. Et après, il y a des stratégies qui sont complètement différentes sur ces trois dimensions-là. Un internaute sur 3 publie du contenu professionnel en ligne. Est-ce que si je vous dis contenu professionnel, est-ce que vous avez déjà diffusé des contenus professionnels en ligne sur votre Facebook, votre Twitter, votre LinkedIn? Ça vous fait tilt ou jamais? Ça vous est jamais arrivé? Une public qu'on a apprécié, ça peut être... C'est assez vaste en fait. Ouais. Participer à un congrès, rencontrer une personne, participer à un groupe de travail. Vous avez déjà fait ça? D'accord? Tous ou pas? Ouais. Plus ou moins. Donc sortir du... on peut mettre, je vais à l'OL, hein, je vais aller voir Nantes-Lyon. Lyon-Nantes, c'était vachement bien. Mais aussi, voilà, tous ces trucs, je vais à telle conférence, je vais à tel congrès, mon poster est passé, ma publi va être un machin avec machin. Tout ça, c'est des signaux qu'on émet qui peuvent intéresser des gens. Il y a des choses aussi qui changent avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là, on va essayer de l'écouter. C'est Jacques Froissart. Jacques Froissart, ça date de 2012, mais c'est toujours d'actualité. J'ai plus de réseau, je crois. Donc vous connaissez. Nous a permis d'aller beaucoup plus loin que d'autres dans la lutte contre les discriminations. Cabinet de recrutement qui travaillait traditionnellement, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il prenait un annuaire d'école. Il prenait par exemple l'annuaire de l'ESCA. Moi j'ai fait ça pendant des années. On feuilletait l'annuaire et on cherchait des gens dedans. Mais celui qui pouvait avoir le même type de job que ceux qu'on approchait sur l'annuaire de l'ESCA et qui avait fait une formation universitaire à Angers ou un DUT, lui, il n'y avait pas d'annuaire d'ancien, on ne le contactait pas. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de nous remonter les gens qui peuvent être autodidactes, de formation universitaire ou autre, et de les recruter d'abord sur leurs compétences et sur leur parcours. Ça a changé fondamentalement, ils sont en train de changer fondamentalement notre métier de recruteur. Alors ça, c'est le premier à le dire ça en France, hein, c'était il y a 3 ans, parce qu'en France, on recrute par rapport à un diplôme. On recrute moi, j'ai travaillé 2 ans EDF, et puis après, on m'a dit on ne va pas vous prendre en CDI parce que vous n'avez pas fait Polytechnique. Bon, ben, t'es gentil, ok. C'était leur critère. Tout intelligent, machin, mais j'ai rien à foutre. Et donc, on est sur ce dictat-là. Ouais. Souvent, les gens, on recrute par rapport à une école, par rapport à une institution. Et maintenant, les choses allant très vite, les technologies étant très compliquées, etc.,
On n'a plus le temps de chercher des gens qui ont vraiment des diplômes, mais on cherche plutôt des gens qui ont vraiment des compétences dans ce domaine-là. Et donc, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité, vous avez la possibilité de vous distinguer par rapport aux grandes écoles parce que c'est sur les compétences qu'on va chercher et pas forcément un diplôme. Et ça, c'est un peu nouveau. Alors, c'est pas dans tous les métiers, c'est pas encore dans tout, mais c'est des choses qui sont en train d'arriver chez les recruteurs. Je vais continuer avec Jacques Froissart. Je vous ai mis, tu me parlais il fait des petites rubriques sur. Alors attends, je vais les mettre là. Voilà. Tu iras sur YouTube et vous tapez Jacques Froissart. Voilà. Ils viennent nous voir quand ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'un cabinet comme Alcaïd, il se doit d'être extrêmement présent dans l'écosystème, d'être très bien connecté. Et de pouvoir, donc il dit comment il fonctionne avec les réseaux sociaux pour faire le recrutement, etc. Et donc des astuces, il donne pas mal d'astuces sur... vous cherchez un petit peu sur comment faire des beaux CV, comment les présenter, comment présenter ces informations dans les réseaux sociaux, comment exister dans les réseaux sociaux, comment contacter les recruteurs, comment se faire connaître auprès des gens. Donc là, il y a des vidéos là-dessus. Vous avez des liens sur la présentation. Il y a de quoi faire après, je vous ai dit, il y aura de quoi faire après cette présentation. Si vous voulez gratter tout ça, il y a énormément de choses en ligne déjà sur les recruteurs. Donc son truc, c'est, pour les nouvelles tendances, c'est utiliser les réseaux sociaux, être dans Google, être présente, utiliser sur Facebook, Twitter qui est de plus en plus utilisé par les recruteurs. Et lui, il voit plus de candidats qui sont secs sur le... Ouais, le poste m'intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ça n'existe plus parce que les gens se sont renseignés, ils savent dans quelle boîte ils vont postuler, pourquoi ils sont là, ils peuvent avoir pas mal d'informations en ligne, etc. etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui ont évolué. Utiliser tous les canaux de communication. Et ça, c'est super important aussi, c'est les temps de recrutement sont beaucoup plus courts aujourd'hui qu'avant. Il n'y a plus tout un tas, enfin, pas dans toutes les boîtes, etc., etc. Il y a encore des choses un peu lentes, mais il n'y a plus l'étude de la lettre manuscrite, rendez-vous avec les gens, patati. C'est des choses qui vont beaucoup plus vite. Chez nous, quand on recrute, enfin dans l'équipe, moi je travaille sur le campus. Ah oui, je ne me suis pas présenté. On travaille sur le campus, on aide les profs à utiliser toutes les nouvelles technologies pour l'enseignement. Et donc, on est une équipe d'une trentaine de personnes en ce début d'année, là. Et on aide, on recrute des profils développeurs informatiques, conseillers pédagogiques ou des choses comme ça. Dans l'équipe où, l'année dernière, on a recruté des gens pour faire de la vidéo, de la captation vidéo, comme ça. Dans des... Bon, bref. Généralement, les 4-5 derniers recrutements, même un peu plus que ça, depuis 3-4 ans, je publie un tweet avec un lien sur la fiche de poste. Voilà, on cherche. En plus, c'est que des CDD, ce qu'on propose. CDD machin, travailler à l'université, patati patata. Si je fais ça, généralement c'est le matin quand j'ai reçu l'accord de la DRH, patati va. Je tweete ça, c'est plus ou moins retweeté. Je fais hashtag CDD Lyon sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Et dès 14 h, je commence à recevoir des CV, des liens, des sites web, des travaux à aller voir. Quand j'ai le temps, dans l'après-midi, je regarde ça, je diffuse aux gens dans le service avec qui la personne va travailler. Qu'est-ce que tu en penses? Et dès qu'on a des profils intéressants, on se met d'accord, paf, on envoie un mail au gars. Est-ce que vous êtes sur Lyon? Est-ce que vous pouvez venir ce soir? Et généralement, on fait les entretiens entre 18 et 19 h et c'est payé le soir, quoi. Donc les processus sont super rapides. Et quand on voit un mail d'un mec qui arrive 15 jours après en disant « J'ai vu passer votre annonce, je suis intéressé », je dis « Mon gars, il est déjà en poste depuis 2 semaines. » Donc, alors ça, c'est un peu spécifique chez nous. Mais il explique ça aussi, ça va beaucoup plus vite qu'avant parce qu'on a beaucoup plus d'informations de partout, tout de suite. Là, je vous ai refait une enquête qui est parue hier sur la répartition des annonces postées sur LinkedIn sur les secteurs d'activité. Donc, on parlait de santé alors, c'est pas pour les animaux, c'est peut-être pour les humains, mais je sais pas. Santé thérapeutique, c'est assez représenté, même si la majorité, c'est technologie, services professionnels.
Il y a aussi sur LinkedIn des petites niches qui existent. Sur la typologie des réseaux sociaux utilisés, si je caricature un peu, si on cherche un boulot sur Lyon, il faut être sur Viadeo, parce que c'est un réseau social de proximité. Si on cherche un boulot national ou international, c'est plutôt sur LinkedIn qu'il faut présenter, sur des choses un peu high-tech, biotech ou des choses comme ça. Si on cherche sur Nord-Amérique, plutôt informatique, c'est plutôt sur Facebook. Amérique du Nord, les trucs informatiques, c'est plutôt sur Facebook. Enfin, il y a en fonction, puis on verra, il y a d'autres types de réseaux professionnels spécialisés. En fonction du boulot qu'on cherche, dans quel domaine géographique on cherche, il n'y a pas tout à fait la même démarche à avoir. Donc il faut définir les étapes pour construire son identité numérique et pour trouver les bons outils pour avancer. Parce qu'on peut avoir des outils, on peut pédaler, puis on ne va pas avancer d'un iota. Elle est bien ma métaphore. Quelques chiffres aussi qui ont été publiés récemment à cette adresse-là. Début 2015, c'est le nombre de la population mondiale en 7 milliards. Et il y a 3 milliards de personnes qui utilisent Internet. Donc c'est des choses assez intéressantes. Donc 2 milliards dans les réseaux sociaux et 3,6 milliards qui utilisent les mobiles. Et 1 milliard, puis 1,5 milliard qui ont des mobiles sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est par pays. Ah mais j'ai le Canada. Et donc on voit une répartition un peu de ces usages-là par continent. Donc là, c'est de façon globale. Et sur l'utilisation des réseaux sociaux, il y a aussi des cartes qui existent un peu différentes en fonction des pays. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà qu'est-ce qui existe de moi sur Internet. Donc vous faites votre propre audit, vous tapez votre nom. Vous avez déjà dû le faire sur Google, voir les fiches, qu'est-ce qu'on voit de vous, où votre nom sort, comment il sort. Après, vous avez des outils un peu plus pointus, c'est un 2-3 people qui va chercher des photos, les liens, les forums, des choses comme ça. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qu'on dit sur vous. Il y a WebMe aussi qui fait ce travail-là autour des photos, des liens que vous avez. Donc il y a tout un tas de YouSeeMe aussi qui vous donne des indices, des choses comme ça de vue. Si vous voulez avoir une démarche un peu transversale sur vos homonymes ou sur vous-même, vous pouvez checker tout ce qui existe avec votre nom sur ce site-là, Checkname, qui va chercher sur tous les médias et les réseaux sociaux un peu votre nom, ce qui existe, s'il est pris, utilisé. C'est aussi important de connaître ses homonymes pour éviter toutes les confusions, connaître ça. Il y a aussi trouver les bons outils de communication. Il y a des outils privés, des outils publics. Les SMS, normalement, c'est des outils privés. L'SM Messenger, c'est des outils privés. L'email, c'est quelque chose de privé. Après, si on veut afficher, il y a le blog, il y a des choses comme ça, ou le Twitter, qui sont des outils publics. Et de ne pas confondre les deux. Il y a l'anecdote célèbre d'un consultant qui arrive dans une ville en disant « Oh là là, je suis arrivé chez les ploucs ». Il arrive dans la boîte et il ouvre la porte. Il arrive dans une ville aux États-Unis. Il dit oh là, je suis tombé chez les ploucs. Puis il arrive dans la boîte pour vendre une solution. Le gars, il ouvre la porte, il laisse s'asseoir. Il dit maintenant, les ploucs vous disent bien le bonjour. Vous avez vu son Twitter, vous pouvez repartir. Donc il n'a pas pu faire son pitch. Voilà. Donc là, il s'était un peu planté. Il a voulu faire une vanne à ses copains, mais il a publié ça sur Twitter et les clients l'ont vu. Voilà. Donc ça ne lui fera qu'une fois, ce genre de blague. Voilà. Il y a aussi, aujourd'hui, on voit une variation d'utilisation des outils dans la journée. Vous n'utilisez pas les mêmes outils dans la journée pour vous connecter, vous n'avez pas les mêmes fonctions dans la journée. Donc entre la tablette, le mobile et l'ordinateur au bureau, donc là, quand on est au bureau, on est plutôt professionnel. Avant et après le bureau, on fait, même pendant, on fait du Twitter, des choses comme ça. Et là, on est plutôt avec les amis, on partage des choses avec la tablette, on commente les matchs de foot, les machins comme ça. Donc on a des usages un peu différents aussi en fonction de là où on est. Et donc c'est pas simple dans tout ce bazar pour se retrouver, pour avancer. Il faut savoir, et ça c'est compliqué, définir sa politique éditoriale. C'est-à-dire, est-ce que j'affiche un profil? Est-ce que j'affiche un profil à facettes? C'est-à-dire, je suis tenté par ça, je suis tenté par ça, je suis tenté par ça, je suis tenté par la recherche, je suis tenté par le commercial, je suis tenté par la... Déjà, c'est un vrai travail à vous. Qu'est-ce que j'affiche dans mon CV et qu'est-ce que j'affiche sur mon identité?
Est-ce que je vais être super pointu et je veux faire que chercheur et j'en démords pas? Ou est-ce qu'au contraire, je vais faire plein de choses, mais pas que ça soit qu'il y ait une cohérence et que je montre qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. Donc là, il y a un vrai travail à faire et puis il y a un vrai travail éditorial à faire. On parlait de publication, si je la mets, à quel endroit je la mets? Est-ce que on la retrouve systématiquement, automatiquement dans mon CV? Est-ce que je prends des systèmes de CV automatiques? On en verra après. Est-ce que je prends une page que je mets à jour manuellement? Est-ce que je tweete? Est-ce que je mets sur LinkedIn? Comment je présente sur LinkedIn, etc., etc. Donc il y a toute cette démarche à faire et que systématiquement aussi, l'astuce, c'est qu'il y a un lien entre tous les outils que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous avez un Twitter, ça doit renvoyer sur votre CV, de votre CV sur le Twitter, sur le Facebook, sur le compte du labo, sur les publications que vous avez faites. Vous devez avoir une page de publication un jour, etc., etc., etc. Donc est-ce qu'elle est au labo? Est-ce qu'elle est sur un site perso? Ou est-ce que mon site perso, ça renvoie sur le labo? Est-ce que ce que j'ai au labo, ça peut être périn sur 5, 10, 20 ans? Ça a demandé au labo. Quelle est la politique de mon labo par rapport à ça? Etc., etc. Donc il y a toute une démarche à mettre en place. Si j'ouvre une chaîne YouTube, sur mon YouTube, je dois tomber sur mon Facebook, sur mon Twitter. Il y a tout, ça doit être tout lié les uns par rapport aux autres. Parce que vous ne savez pas par où les gens vont rentrer. Par la publication, par une vidéo, par un tweet, un machin comme ça. Et c'est un fil que vous lancez. Et les gens, ils vont être appâtés, comme un peu à la pêche. Ils vont dérouler le fil et puis ils vont trouver la publi, ils vont trouver vos vidéos, de la vidéo, votre CV, de votre CV, des publis. Tout doit être lié les uns par rapport aux autres. Et que ça doit raconter une histoire qui est la vôtre. Soit monomaniaque, je vais faire la chercheur tout le temps, ou soit je suis intéressé, j'ai des compétences de communication, de marketing, de machin. Dans le domaine de la recherche, ça se défend aussi, mais il faut l'argumenter. Et puis c'est des profils qu'on cherche aussi, ouais. Mais du coup, la stratégie pour quelqu'un qui commencerait à utiliser tout ça, ce serait d'abord de créer ces différents comptes et de faire le lien entre. Déjà, il y a un endroit où il a plus de choses, c'est le papier, c'est les photos, c'est les vidéos, c'est les publis, ou le Twitter ou le Facebook. C'est à partir de là que ça a son point fort. Mais effectivement, il faut créer des choses. Je ne sais pas si vous êtes dans un labo, vous avez beaucoup d'images, de microscopes ou de manips, de choses comme ça qui sont diffusables. Pourquoi pas les mettre sur YouTube et puis en faire une base de données que je peux montrer, que je peux utiliser. Je ne vais pas dire qu'il faut tout mettre, tout ce que vous faites. Mais ça peut intéresser d'autres personnes, etc., etc. Ça peut illustrer votre CV, ça peut être sur votre LinkedIn, etc., etc. Là, la présentation, elle est sur SlideShare. SlideShare a été racheté il n'y a pas très longtemps par LinkedIn. Et donc, dès qu'on met quelque chose sur SlideShare, pouf, ça remonte dans LinkedIn. On peut avoir tout de LinkedIn, tous les SlideShare, etc., etc. Donc, il y a certains sites où il y a des liens très forts qui sont quasiment automatiques, mais enfin, faut-il les créer? On les verra après. Mais c'est une vraie démarche éditoriale. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Est-ce que c'est mon texte? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma réflexion? Est-ce que c'est mes tweets? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est le fait que je fais de la veille? Est-ce que je peux montrer que je fais de la contenu? Ça vous parle ou pas? Je vais chercher des informations qui sont intéressantes et je les publie dans des outils qu'on verra après, comme Scoopit, comme Storyfy ou sur Facebook ou des choses comme ça. Montrer que je suis à jour dans mon domaine, j'ai fait des choses, je montre, et puis tout ce qui est sur la microbiologie, je récupère et je montre aux autres. J'ai mis ça, microbiologie animale, c'est ça, microbiologie des protéines, j'ai n'importe quoi, c'est ici, patati. Et donc je suis à jour, j'ai les derniers trucs. Et l'autre intérêt de faire ça, c'est quand vous faites de l'agrégation de contenu, les gens qui émettent ces contenus voient que vous les réutilisez. Et donc il y a aussi ce jeu qui va se faire. Et donc tout ça, c'est une vraie démarche. Est-ce que je fais de l'agrégation? Je ne produis pas assez de contenu, je vais montrer que je suis expert dans le domaine, je vais chercher les contenus qui existent sur Internet et je vais apporter une valeur ajoutée. Ou alors, j'ai des contenus que je vais chercher sur Internet, je vais rajouter les miens. Moi, je peux, chaque individu est un cas spécifique. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Qu'est-ce que vous voulez valoriser? Donc ça, c'est qu'est-ce que je peux mettre en avant? Et par rapport à ça, c'est encore plus compliqué, c'est là où c'est marrant, c'est que vous avez énormément d'outils pour vous aider et pour outiller tout ça, ces démarches-là, sur les publications, donc sur la profession, la réputation, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'outils qui existent où vous pouvez publier votre CV, interfacer par exemple celui-là Visualize Me, on le verra après avec LinkedIn, ça va importer toutes les données dans LinkedIn et puis ça va vous faire des graphes de votre CV, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Sur la réputation, quel impact que vous avez.
Il y a des outils comme Cloud qui permettent de savoir le nombre de gens, l'influence que vous avez dans vos réseaux, le nombre de gens qui vous écoutent, l'influence que vous avez sur eux, etc., etc. Et ça de façon assez automatique. Donc il y a tout un tas de choses qui existent. Et on a des grands outils généralistes. Donc on a parlé de Facebook, de LinkedIn, Google+, Instagram par rapport à la photo, Twitter par rapport à des micro-messages. Vous avez Pinterest par rapport, vous pouvez faire un peu comme un tableau de bord, vous pouvez mettre punaiser des informations, faire de la curation. Et moi je rajouterais Scoopit, je ne sais pas si vous connaissez, où on peut trouver SCO, il faut que je le montre. Voilà, donc je me suis connecté à mon Scoopit, voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, on a des indicateurs d'influence, de choses comme ça, sur tous les outils, ce type d'outils-là. Voilà. Donc on peut récupérer des informations, on peut les republier, on peut faire pas mal de choses avec ça. Il y a des gens qui vous suivent. Hop, et puis celui-là aussi, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est sur SlideShare, c'est encore un outil, hein. Vous faites des présentations, des conférences, des machins. Moi, je vous invite à les mettre là-dessus. Donc ensuite, c'est un média social. Ça veut dire quoi? Donc là, par exemple, j'ai fait une conférence la semaine dernière, ou il y a 3 semaines. Ah oui, c'est il y a 3 semaines. Au Canada, il y a en 3 semaines 800 personnes qui sont allées la voir. Je peux avoir tout un tas d'informations. À quel moment ils sont allés les voir, de quel pays ils viennent, etc., etc. Donc, oui. C'est plus un outil de veille, non? C'est les deux. C'est-à-dire que toi, tu peux aller voir ce qui se passe et avoir l'information, mais tu peux aussi republier des choses et en disant dans le canal machin, il y a ça qui est intéressant. Et si tu sais bien publié, il y a des gens qui vont s'inscrire à ton canal pour faire la veille dans ce canal-là et te reconnaître toi comme un canal intéressant. Toi, il y a toujours ce double jeu. Je vais chercher des informations, mais je peux au moins aussi les qualifier, les republier et les rééditorialiser. D'accord. Est-ce que vous connaissez Percluse? Il y a celui-là aussi qui est fait par des Français. Alors j'utilise moins parce qu'avant j'adorais avec les perles et puis depuis qu'ils ont changé, je ne suis pas fan. Mais Moi qui peux utiliser, donc je connais pas. ils ont changé il y a 3-4 mois, un peu plus. C'est à peu près le même principe. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils avaient fait un truc métaphorique qui était super bien. On enfilait les perles comme ça et on les défilait. Ils ont tout remis à plat et donc là, ça m'a. Comme j'ai pas mal gambergé sur Scoopit, toi, j'ai pas accroché à la nouvelle version. Mais c'est exactement ça. Mais ce mécanisme d'agrégation, je vous montre d'autres exemples en microbiologie, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Twitter, tu peux le faire sur un blog. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, ça c'est. Parce qu'il y a un domaine qui vous passionne. Plus ou moins. Ou tu peux te passionner pour un domaine et travailler par rapport à ça dans un blog où tu éditorialises. Enfin, il y a plein de choses pour montrer que tu es toujours à jour. Parce qu'un des soucis qu'on a quand on sort de l'université, c'est je vais chercher du boulot. Donc je fais un petit boulot et puis je vais voir les copains boire le café avec les anciens du labo. Mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick, hein, ça fait un peu trou noir quand même dans un CV. Donc si pendant ce temps-là, tu fais ta veille, tu la republies, tu te dis j'ai passé 1 heure par jour, déjà qu'est-ce qui se passe dans mon domaine, quels sont les congrès, les machins, les trucs, et puis générer un éditorial, ça va te booster un petit peu. Alors, ou pas, je ne sais pas. Mais bon, ça peut être. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Donc voilà. Sur SlideShare, je vais vous montrer 2-3 détails aussi super intéressants. Ici, non, c'est pas ici. Voilà. Ici, je tombe sur ma fiche à moi. Donc j'ai le nombre de documents que j'ai mis. Je peux modifier mon profil. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit le lien ici qu'il y a. Ici, je rebalance sur mon blog. Je donne mes coordonnées, je donne un petit résumé. Je balance sur mon Twitter, mon machin, mon bidule. Et donc si on tombe sur mes slides, on retombe sur tout mon bazar. Et puis à partir de là, je peux boucler. Si je vais sur mon blog, paf, là c'est le blog sur Spiral. Pouf, pareil, vous voyez, j'ai tous les liens, mes vidéos, mes machins, et je peux reboucler sur d'autres choses. Et donc, je ne veux pas dire que c'est sans fin, mais j'ai une continuité entre tous mes réseaux, tous mes machins. Et, la personne, il y a un fil, et elle peut dérouler assez simplement le fil. Donc, pareil, là, je fais une conférence, j'organise une conférence, là, paf,
J'ai mis la bannière, ben, c'est de la conférence. C'est rien à faire, ça. Hein, mais Donc j'ai la même chose sur mon Facebook, sur mon Twitter, j'ai les trucs. Donc là, je vous disais, ben voilà, les slides qui remontent ici sur, c'est quoi ça, sur mon profil. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, voilà. De nouveau, ça c'est tous les boulots qu'on a fait à droite à gauche. Ça c'est les badges qu'on a dans les MOOC, on peut les remonter ici. Donc il y a énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les publications sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, hein, comme j'ai un SlideShare. Ah ouais, mais là attendez, il faut que je passe en... Là je suis en éditeur, voilà. Il faut que je passe à ces profils, hein, voilà. Non, je suis pas en profil, là. Ça c'est de mon réseau qui est sur LinkedIn. Où c'est qu'on voit? C'est dans profil, là, il me casse les couilles. Profil, voilà. Assez en bas. Voilà, c'est ça aussi. Vous avez aussi ça, les gens qui vous ont donné des compétences, qui ont reconnu vos compétences, qui vous ont attribué des compétences. Je ne sais pas si ça joue beaucoup. Voilà, donc on peut donner nous-mêmes des conférences à des gens. Donc il y a énormément d'informations là sur LinkedIn. Et je voulais revenir sur le SlideShare, c'était avant, ici. Quand vous trouvez des choses intéressantes, des contenus là-dessus, et vous trouvez un auteur intéressant, allez voir aussi dans les gens auxquels lui s'est inscrit, il va chercher l'information, ou les gens qui se sont inscrits à lui. Et ça, on rentre comme ça, on rencontre des gens par du contenu. C'est pour ça qu'on appelle ça des médias sociaux. On rentre en contact avec des gens par du contenu et pas par un moteur de recherche. Parce que Google vous donne à voir que ce que vous avez envie de voir. Il vous enferme dans une bulle algorithmique. Et il y a plein de choses sur Internet que vous ne verrez pas à cause de l'algorithme. Parce qu'il enregistre vos préférences, vos recherches, ce que vous aimez, etc., etc. Et tout ce qui se passe à côté, vous ne verrez pas. Ou pas assez. Donc là, il y a une vraie stratégie à développer par rapport à ça. Voilà. Donc là, il y a tout un tas d'outils qui existent. Il y a aussi tout un tas d'outils qui existent pour présenter vos CV, avoir un beau CV en ligne, à jour, machin, tout ça. Donc des sites comme DoYouBuzz, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, faire un CV où on peut choisir ses skins, ses machins, avoir sa propre adresse personnalisée, faire comme ça. Si je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'appelle VisualizeMe, il va importer toutes les métadonnées qui sont dans votre CV LinkedIn et puis il va vous faire un graphique présenter de façon graphique un peu votre parcours. Alors même si vous ne l'exposez pas après, faites l'exercice pour voir si c'est clair, c'est cohérent, ou s'il y a des trous, des trucs comme ça. Ça vous donne une idée un peu ça vous aide un peu pour construire votre parcours. Après, il y a des outils un peu plus compliqués qui mettent un peu de temps faut mettre un peu de temps à comprendre, l'IFTT, qui permet de donner de la vie à tout ce bazar que vous avez créé. Donc ça relie tous les réseaux sociaux que vous avez, ça relie votre SMS, votre réveil, la météo du quartier. Et à partir de là, vous pouvez créer tout un tas de petits objets, de liens. Si quelqu'un parle de moi sur Facebook, met des photos, paf, ça va les chercher, ça me la met dans ma Dropbox. Et donc je vais garder tout ce qu'on dit sur moi dans ma Dropbox. Donc ça peut se programmer avec les tâches ici, avec les réseaux, les comptes que vous faites. Des trucs à la con, s'il fait trop froid le matin, ça m'envoie un SMS à 6 h de me dire de prendre un parapluie ou un manteau. Parce qu'en fonction de la météo, ça vous envoie des trucs comme ça. Donc on peut tout programmer en lien avec vos réseaux sociaux et des choses comme ça. Et l'intérêt professionnel, c'est quand je tweete un endroit, je n'aurai pas le temps de le mettre sur LinkedIn, sur le Facebook, sur le Viadeo, machin, tout ça. Pouf, automatiquement, si je tweete avec un hashtag boulot, clac, 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 ça va le mettre partout. Si je clique avec le hashtag déconne, ça va le mettre ailleurs. Et donc ça, vous pouvez régler pas mal de choses comme ça. Donc ça permet vraiment de synchroniser tous ces comptes en fait. Ça peut synchroniser ces comptes, ça peut faire croire que tu travailles alors que tu es en vacances, ça peut faire plein de choses. Faire croire que tu fais de la veille alors que tu n'en fais pas du tout. Enfin, toi, tu peux programmer des choses. Tu trouves plein d'informations générales. Si tu publies tout de suite sur Twitter, ça va faire chez les gens. Donc tu les mets en programmation et puis toutes les heures, toutes les 3 heures ou tous les 3 jours, ça va me dire j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, etc., etc. Donc on va croire que tu travailles, que tu fais des choses intéressantes. Voilà. Et comme on gère beaucoup de sites, il y a aussi des sites qui sont spécialisés pour gérer tous les comptes que vous avez à droite à gauche. Donc c'est mypermission.org qui permet de faire ça. Et pareil,
tout des tas d'outils qui vous permettent de faire les liens avec tous vos réseaux sociaux, les activités, pour mesurer ce qui se passe. Ça, c'est Social Bro qui fait ça. Où sont vos followers, qui vous suit, qui vous écoute. Le top du top, c'est générer la carte à quel moment il faut publier dans votre réseau social en fonction de l'activité des autres. Par exemple, moi, il faut que je publie le lundi matin à midi ou à 18h. C'est là où j'aurai plus de chances d'être le plus vu. Et en fonction de la taille des... Est-ce que je dois tweeter plusieurs fois par jour la même chose, une seule fois? Ça dépend de la durée de vie d'un tweet, c'est quelques heures. Donc, faut y penser. C'est pas un site web, des trucs comme ça. Donc, il y a toute une stratégie à développer par rapport à ça. Et il y a des gens qui sont payés des fortunes pour comprendre comment ça marche et pour optimiser aussi son compte. Donc, en tenir un peu compte dans ma stratégie de communication, dans tout le bazar qu'on doit mettre en place pour gérer ça. Alors, comment utiliser ça? Vous avez la stratégie du filet à papillon, au bonheur la chance. Par exemple, sur Twitter, amusez-vous à rentrer ce soir. Regardez sur le hashtag CDI et vous tapez ces deux moteurs. Attends, on va le faire maintenant. Ces deux noms ces deux mots dans un moteur de recherche sur Twitter, par exemple. Quels sont les hop, le moteur de recherche, c'est là. Donc j'ai dit, hop, CDI, espace. Donc là, c'est le fil à papillon. Hein. On va chercher au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il y a des postes de CDI en Lyon? Je cherche un poste, une offre d'emploi. Donc, hop. Ça, c'est tout ce qui a été publié dans la journée, là. Juste sur Twitter. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, là, je vous disais tout à l'heure, sur Twitter, il y a des offres d'emploi, par exemple. Il y a un tweet qui est spécialisé. Lui, il dit qu'il a plusieurs milliers, alors j'ai pas par jour, d'offres d'emploi rien que sur Lyon. Dans tous les domaines, hein. Donc il référencie tout ça. Donc ça, on peut récupérer ça. Ensuite, est-ce que je cherche un CDI? Est-ce que je cherche en biologie, etc., etc. Dans quel domaine je cherche? Est-ce que je peux étendre? Donc j'ai pas de stratégie, je regarde un peu ce qui se passe, ou je fais de la veille par rapport à des mots-clés comme ça. Lapinum, tu vois. Et après, généralement, donc il y a des petits hashtags comme ça qu'il faut identifier, qu'il faut suivre. Et généralement, derrière, on tombe sur un CV, on tombe sur une offre d'emploi, et après, il faut gratter derrière, quoi. C'était Adecco, en offre, Adecco, c'est de l'intérim, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est la stratégie du fil à papillon. Ah, mon papillon, il est là. Hop, je vous renvoie. Il faut que je me dépêche, il est déjà 8 heures. C'est à quelle heure? Jusqu'à quelle heure on doit rester? On a le droit de rester? Il faut qu'on rende la salle pour 8h30. Ouais, il faut que je me dépêche alors. Donc aujourd'hui, comme tu as dit, c'était la journée du job sur Twitter, votre job. Donc il y avait pas mal de choses autour de ça. Voilà. Un des comptes à suivre sur Twitter si vous cherchez du boulot sur Lyon. Donc on a parlé des différents types de réseaux sociaux utilisés. Le réseau de proximité, c'est Viadeo. Sur Facebook, sur les États-Unis, ils ont fait avec Social Jobs, c'est l'équivalent de Pôle emploi, un accord. Donc ils ont des millions d'offres d'emploi qui sont diffusées sur Facebook, sur Social Jobs. C'est une application qui est liée entre le Pôle emploi des États-Unis, donc si vous cherchez là-bas. Sur LinkedIn, regardez un petit peu, il y a pas mal d'offres d'emploi très spécialisées dans nos domaines à nous, enfin scientifiques et des choses comme ça, mais pas en France. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, ResearchGate, qui est le réseau social des chercheurs, ou le graphe social qui met en lien les gens les uns avec les autres, c'est la publication. Pour la petite histoire, ResearchGate, c'est le réseau social le plus utilisé à Lyon 1. Sur les 2500 profs, il y en a 2000 qui l'utilisent, qui sont dedans, qui sont inscrits dedans. Et du coup, ça concerne plus le personnel du public. Alors, ResearchGate, c'est vraiment recherche. Hein. Donc ça peut être recherche privée et recherche publique, mais c'est vraiment que des chercheurs, et au niveau mondial. Et avec une majorité de chimistes, de physiciens et de bio. Voilà. Je vous ai mis des listes de job boards. Donc ça, c'est des sites spécialisés dans les recrutements, alors soit par secteur d'activité, soit par métier. Donc là, vous avez des liens, vous irez voir.
ça c'est un nouveau site qui vient, c'est celui le dernier que j'ai mis, que j'ai trouvé, où soi-disant, j'ai pas pu le tester, hein, j'ai trouvé ce matin, où on peut utiliser, être en lien directement avec un recruteur et faire l'entretien en ligne en synchrone, poser des questions. Et donc quand on est en recherche d'emploi, c'est regarder un peu ce qui se passe dans son domaine, où je veux travailler, quel réseau social est utilisé en fonction des niches d'emploi. Trouver sur LinkedIn, il y a énormément de groupes de travail, de discussion, alors soit de recherche d'emploi, soit de propositions. Pour les thésards, il y a aussi pas mal de discussions, ça c'est sur Facebook que j'ai trouvé. Donc il y a un truc aussi intéressant, c'est les blogs. Alors ça c'est plus développé en Amérique du Nord qu'en Europe. On parlait tu peux rédiger toi-même un peu des fiches de synthèse de ce que tu penses de tel truc, telle technique que tu as utilisé, des choses comme ça. Et là, tu as une vraie valeur ajoutée par rapport à une curation où tu fais que reprendre des informations que tu as vues, que tu reclasses, que recatégorises. Mais dans les blogs, il y a un vrai intérêt c'est un vrai outil pour se faire connaître avec de l'éditorialisation. Bon, après, il y a des astuces sur Twitter, qui me suit, qui suivre, qui écouter, qui regarder. Il y a des listes qu'on peut trouver en ligne. Il y a un vrai travail entre voir ce qui se fait et puis être vu. Donc là, par exemple, lui, il vient pour être vu, lui, il vient pour voir, mais on voit qu'il vient voir. D'accord? Lui aussi, il voit que lui, il vient le voir. Enfin bref, mais il est vu en même temps, hein, voilà. Et donc, il y a tout ce jeu-là. Donc on parlait d'agrégation, si tu reprends des contenus de quelqu'un, tu les agrèges, tu les remages, tu les remets, ben cette personne va le voir, va le savoir. Donc voilà, va suivre ce travail. Donc il y a tout un tas d'outils par les clouds, par les flux RSS, par Twitter, on arrive à suivre, on sait qui voit, qui nous suit, etc., etc. Il y a tout un jeu entre voir et être vu. Il y a tout ce jeu-là. Donc avec Scoopit, c'est des choses qui permettent de vraiment, dès que c'est scoopé, on a un mail, enfin il y a pas mal d'outils par rapport à ça. Il y a cette tension aussi qu'on a vue un peu au départ entre ce qui est personnel et ce qui est de l'ordre du travail, de ce que je veux montrer et de ce que je veux voir. Hein, il y a donc comment se positionner, est-ce que je montre ma famille, je ne montre pas ma famille, qu'est-ce qui reste du domaine du perso. Donc ça c'est... Chaque individu a ses limites, donc c'est à vous de travailler là-dessus. Et tous les outils qu'on a vus ne sont qu'une extension de ce qui existait pour instrumenter les réseaux avant, sauf qu'on démultiplie la puissance des outils aujourd'hui. Voilà, sur ResearchGate, quelques chiffres. Donc les communautés les plus importantes, c'est en médecine et en biologie. Donc c'est là où il y a le plus de monde, et en chimie. Voilà. Et donc, là, c'est la capture d'écran, elle date un peu, parce que là, on a plus de 2000 maintenant sur Lyon 1. Et ça, c'est toutes les institutions qui font ça. Et là aussi, systématiquement, on a le nombre de publications, l'indice factor qui apparaît, là, vraiment des outils assez fliqués de toutes les institutions, de tous les chercheurs, le nombre de publics qu'on fait, le nombre de machins, le nombre de vues, le nombre de... Donc là, c'est des outils par rapport à la recherche qui sont aussi importants. Et là, il y a énormément d'offres d'emploi aussi. Alors, c'est super pointu. Hein. Là-dessus, il y a énormément d'offres d'emploi. Ça, c'est des chiffres que j'avais fait sur... Voilà. C'est le réseau social le plus utilisé à Lyon 1. Voilà. Et là, l'idée de cette image, ça c'est pour vous. Il faut suivre ce qui se passe pour être dans le mouvement, parce que si on suit trop loin, on va s'encrouter, on va s'enterrer. Hein. Donc il faut être dans le mouvement, mais il faut éviter de tourner en rond si on va avancer. Ce sont belles mes métaphores. Hein. Trouver la bonne exposition de soi. Hein. Tout ce travail, c'est qu'on vous retrouve, qui vous êtes, etc. etc. Donc dans la plateforme, on a des outils, mais je ne sais pas si c'est plus pour les étudiants qui commencent. On peut faire des portfolios, on peut faire des blogs, on peut faire pas mal de choses en spirale. Vous avez un espace personnel, vous pouvez monter votre blog. Si vous voulez le faire dans l'institution, vous pouvez le faire. Vous pouvez monter, si vous voulez faire votre Wikipédia, vous avez une zone dans le portfolio sur spirale, une zone personnelle qui reste même après l'université, le compte est toujours actif. Enfin, on peut le laisser ouvert.
Et donc on peut faire pas mal de choses. Et la conclusion, c'est de ne pas faire de fausses images de soi parce que ça se voit très vite et ça va jouer à votre détriment. J'ai cavalé sur la fin un peu pour sur la fin, mais voilà, c'est un peu l'idée de tout ce que je voulais vous dire ce soir.